Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on vous parle souvent du problème de la pression parasitaire. On vous parle souvent du problème du manque de solutions pour y faire face. Justement, nous sommes venus ici dans les Bouches-du-Rhône, dans une station expérimentale, et vous allez voir que le problème est une réalité. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Et avant de débuter cette émission, une pensée aux agriculteurs impactés par les intempéries de cette semaine. Dans la nuit du 25 au 26 juin, de violents orages ont en effet balayé la France, des Charentes à la Bourgogne jusqu'à l'Île-de-France. Et les dégâts sont malheureusement observables dans les champs, comme on peut le voir à l'image, sur des serres et différentes cultures dans le Loir-et-Cher. Bon, eh bien je m'en montrais bien le moral dans le sud, moi. C'est à la station expérimentale de Lapugère qu'on rejoint Jean-Paul. Et en ce moment, le chant des cigales étouffe à peine les cris de rage des arboriculteurs. Bonjour Karine. Bonjour. Alors, elle s'annonce comment cette campagne en pommes ? Toujours avec autant de difficultés, d'année en année, c'est de plus en plus difficile. Cette année particulièrement avec le puceron qui est en exponentiel. Le carpocaps qui arrive, qui s'annonce, je pense, assez dur aussi à maîtriser cette année. On a eu un printemps assez pluvieux, donc avec beaucoup de gestion de tavelure sur la pomme et sur la poire. Donc c'est une campagne qui se voue à être encore un peu compliquée, avec certainement des réductions de récoltes. Et puis avec aussi, de par les fluctuations et les printemps, le printemps assez pluvieux, beaucoup de chutes de fruits. Alors, c'est vrai qu'on a des attaques de pucerons qui sont importantes, on peut voir d'ailleurs les symptômes. Comment l'expliquer ? C'est aujourd'hui en partie avec les changements climatiques, avec le retrait de certaines molécules, avec des résistances qui apparaissent. Et puis tout ça fait qu'aujourd'hui on a du mal à maîtriser ces dynamiques de population. Sur le carpocaps, je pensais que c'était assez bien maîtrisé. On avait quand même des produits, des phéromones, on avait des solutions. Oui, c'est vrai, jusqu'à il y a une dizaine d'années, on arrivait à maîtriser le carpocaps. Après, aujourd'hui, on a vraiment une troisième génération qui est annoncée. Et comme je disais tout à l'heure, avec les changements climatiques, la protection par les phéromones ne sont plus suffisantes. Il faut aussi intervenir avec de la protection phytosanitaire. Tu as parlé tout à l'heure d'un phénomène de résistance. Tu peux nous expliquer un petit peu mieux ? Oui, les phénomènes de résistance, c'est surtout sur la descendance et les produits qui ont une action par ingestion. Donc si le produit est ingéré par la première génération et est ingéré aussi par la deuxième génération qui descend de cette première génération, il peut y avoir des phénomènes de résistance qui sont de plus en plus avérés. Karine, c'est pas très beau ça. Non, en effet. Là, on peut voir les principaux dégâts dus au puceron. Donc, en fait, le puceron cendré du pommier est un insecte piqueur-suceur. Donc, en fait, il va venir piquer la feuille et il va se nourrir soit en vidant les cellules de la feuille, soit du phloème. Et du coup, en piquant, il va y avoir un recroquevillement des feuilles. Et donc, on voit bien ces symptômes-là, avec ici un dessèchement. Et donc, du coup, la photosynthèse va être vraiment impacté. Et ensuite, ce qu'on peut voir, c'est ici les dégâts sur les fruits, où l'insecte va aussi piquer les fruits, et donc les fruits vont rester petits, nanifiés, avec après sur l'année suivante un problème de retour à fleurs, puisque du coup la photosynthèse ne se fait plus. Et le puceron cendré peut être aussi un vecteur de virus, du phytovirus, et là aujourd'hui on n'a pas de solution sur ce problème-là. Et là, ça veut dire que c'est déjà trop tard, on ne peut plus rien faire. Oui. Là, c'est déjà trop tard. Bon, là, en plus, le puceron, ça y est parti. On dit qu'il a migré, donc il va sur son deuxième hôte qui est le plantain. Donc là, on n'est plus du tout en présence de puceron. Mais là, non, c'est beaucoup trop tard. Et sur une parcelle comme ça peut être quoi, 10% des fruits ? Oui, ça peut monter jusqu'à même plus que ça. Hein. On peut avoir des 50% de perte de récolte due au puceron, parce qu'une fois qu'il est là et qu'on n'arrive plus à le maîtriser, le développement est vraiment exponentiel. Hein. Donc les pontes se font et ils
ils vont vraiment prendre tous les arbres et ça peut créer de gros dégâts. Et là, Karine, c'est un dégât de... Carpocaps. Donc là, on est en présence de piqûres fraîches de Carpocaps. Alors on appelle ça des piqûres actives, c'est-à-dire que l'œuf a éclos et la larve est rentrée à l'intérieur du fruit. Donc elle va grignoter jusqu'à arriver au pépin et se nourrir de l'intérieur de la pomme, enfin du pépin essentiellement. Et ensuite, elle ressortira du fruit pour descendre dans le sol et se mettre en diapause. Il peut y avoir plusieurs générations durant la saison. Exactement. Nous, en PACA, on a 3 générations avérées de Carpocaps aujourd'hui qui s'échelonnent de à peu près début avril jusqu'à mi-septembre, voire octobre. Une vraie galère, ces ravageurs. Et les moyens de lutte à disposition ne suffisent pas toujours. Mais ça tombe bien, on innove dans ce domaine. La preuve au LF Day. C'était la semaine dernière, dans les allées bourrées de stands et de convivialité par ailleurs, qu'on a découvert Naturéduction, une solution pour enfin défoncer les pucerons les plus réfractaires. Alors de façon très simple, en fait c'est un film qui va venir sur la plante, recouvrir le puceron, le petit insecte en général, donc, il va lui empêcher de se nourrir, de s'hydrater, il va mourir de sa belle mort. C'est mécanique, donc il n'y a pas de résistance. L'autre intérêt c'est aussi que c'est 3 traitements en novembre avec une efficacité qui est visible au printemps. Donc pas de traitement pendant la floraison ou en encadrement de la floraison. Je vous connais et je devance votre question. Avec cette solution, on risque pas de se tirer une balle dans le pied vis-à-vis des abeilles ? Ben justement, les abeilles, déjà je fais les traitements en novembre donc il n'y a pas d'abeilles. Et d'autre part, ce sont des insectes qui sont plus imposants et qui ont plus de force pour passer justement au travers de ce film. Donc ils ne sont pas impactés. Bon alors les butineuses sont rassurées, et pour nous, d'où on en est dans le déploiement de cette solution ? Demain, ce sera référencé dans les coopératives. Je travaille déjà à le référencement avec notamment Oxiane dans le sud-est. Alors, on va changer encore de décor parce que figurez-vous que l'équipe de la station expérimentale de La Pugère, elle la connaît cette solution. Elle est même testée ici depuis 2 ans au sein du verger. Ça donne des bonnes perspectives, des résultats qui sont concluants sur les 2 premières années. Donc après, nous, c'est un produit qu'on a testé sur le puceron, essentiellement, sur le puceron cendré du pommier, à l'automne. Et pour l'instant, c'est un produit qui a de bons résultats, sans insecticides en saison, sans intervention en saison. Donc on peut imaginer que couplé avec une stratégie en saison, ça peut donner de bons résultats. Et ça, c'est parce qu'il a un mode d'action très différent des autres. Totalement. Il a un mode d'action physique. Il ne va pas le tuer par contact, il va le tuer en l'immobilisant. Et donc le puceron ne pourra plus ni se nourrir, ni s'hydrater. Et donc il va mourir en quelques heures. Donc on voit qu'il y a peut-être des solutions. Est-ce que tu es optimiste quand même sur le futur de l'arboriculture, ici notamment en Provence ? Il faut rester optimiste parce que sinon on ne peut pas aider nos producteurs. Donc nous, notre travail, c'est essayer de trouver les solutions, les meilleures solutions pour qu'on puisse nourrir notre population avec nos vergers. Donc il faut rester optimiste. Je pense qu'il y a des solutions, mais il faut aussi qu'on soit soutenu. Mais je pense qu'on va y arriver. Il faut rester optimiste. Merci beaucoup, Karine. Je t'en prie, avec plaisir. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Carbon Farming. Pendant des décennies, les tourbières agricoles ont été drainées. Et désormais, on les immerge à nouveau pour cultiver autrement. Ça, c'est tout le principe de la paludiculture, une technique en plein essor en Europe du Nord. Son objectif, remettre de l'eau dans les sols tourbeux pour éviter qu'ils ne relâchent du CO2. Il faut dire que ces terres humides sont riches en matière organique, de véritables puits de carbone. Mais lorsqu'elles sont asséchées, cette matière s'oxyde et les émissions s'envolent. À surface égale, une tourbière drainée peut relâcher plus de CO2 qu'un élevage intensif.
En Europe, près de 59 millions d'hectares de tourbières existent et 46% sont aujourd'hui dégradés, relâchant jusqu'à 582 millions de tonnes de CO2 chaque année. Rien qu'en Allemagne, 1,3 million d'hectares de tourbières agricoles sont visés par des plans de réimmersion d'ici 2050 dans le cadre des engagements climatiques. Et les résultats sont là. En restaurant un niveau d'eau élevé, on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 86% sur ces parcelles, selon les données de projets pilotes menés en Allemagne et aux Pays-Bas. Alors tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On laisse toutes ces terres en jachère? Eh bien non. On y cultive des plantes adaptées à l'humidité, capables de générer de nouveaux revenus pour les agriculteurs. La paludiculture mise donc sur des cultures adaptées à l'eau, comme les roseaux pour la construction, la sphaigne pour le paillage agricole, les canneberges ou encore les érelles. De nouvelles filières émergent avec des débouchés économiques prometteurs. Et ce n'est pas tout. Ces pratiques peuvent générer des crédits carbone. En effet, pour chaque hectare réhumidifié, c'est plusieurs tonnes de CO2 dans l'air qui sont évitées chaque année. Plusieurs projets sont déjà labellisés dans le cadre de la finance carbone européenne. En bref, une agriculture les pieds dans l'eau, mais résolument tournée vers l'avenir. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous pouvez retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube de nouvelles émissions. Hop hop hop, je me permets d'interrompre parce que notre compte Insta, il est pas mal non plus. Voilà, comme ça, on est vraiment complet. Et je vous souhaite une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont déjà débuté.